Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Guedj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne pour quelques jours encore, puisque vous étiez le suppléant de François Lamy. Vous êtes président du Conseil général de l'Essonne. Avec vous, nous reviendrons sur cette semaine, marquée par l'annonce du plan d'économie, et puis également sur l'évolution, les transformations intérieures du Parti socialiste. Caroline, bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine, elle a scruté la toile et sélectionné les questions des internautes. Mais commençons d'abord par l'annonce du plan par le Premier ministre Manuel Valls, qui a détaillé l'annonce des 50 milliards d'économies. Vous avez raconté sur Twitter avoir découvert à la télévision en direct ce plan lorsque vous étiez avec vos collègues du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bon, c'est pourtant pas une surprise. Ces 50 milliards avaient déjà été annoncés par François Hollande. On attendait le détail. Au fond, ça devait être une surprise, sauf pour vous. Non, là où vous avez raison, c'est qu'il y avait déjà ce cadre posé qui était celui des 50 milliards, dont on peut contester le montant, parce qu'il ne procède uniquement que de l'obligation de concilier deux objectifs, le respect de la sacro-sainte et satanée règle des 3% imposée par la Commission européenne, et l'impossibilité jusqu'à présent pour la France d'essayer de desserrer les taux, et dans le même temps, la mise en œuvre du pacte de responsabilité, c'est-à-dire la baisse du coût du travail financée par des économies sur la dépense publique. Donc on a déjà une contestation de cette enveloppe ces dépenses d'économie, ou ces économies de dépenses plutôt. Alors après, là où les choses se cristallisent, c'est qu'au-delà du chiffre un peu évanescent jusqu'à présent, la réalité c'est quand on se cogne, comme disait Lacan, et là on se cogne aux mesures concrètes à mettre en œuvre. Et on a une difficulté qui se noue par exemple sur le gel des prestations sociales. Est-ce que c'est pas des mesures un peu inévitables en ces temps de crise? Compte tenu des engagements de la France vis-à-vis de Bruxelles, puisqu'il y a une parole qui a été donnée. Oui, vous l'avez dit. Il y a aussi une autre parole qui a consisté c'était dans la campagne de François Hollande, mais c'était même dans ses interventions au mois de janvier ou plus récemment, d'essayer d'obtenir un desserrement de cette contrainte européenne. Le calendrier à marche forcée n'a pas fait assez pression sur les autorités européennes. Écoutez, il a mis un pied dans la porte, mais il faut encore pousser. Moi, j'entends ce qu'a dit Arnaud Montebourg quand il est allé à Berlin avec Michel Sapin, où il disait que ce n'est pas les comptes publics qui sont l'alpha et l'oméga, c'est d'abord l'emploi, la croissance. Encore une fois, on a tellement utilisé cette expression que je radote un petit peu en disant à quoi ça sert de mourir guéri avec des finances publiques qui respectent les 3% et qui donc rassurent les marchés financiers, les agences de notation, mais avec une croissance qui serait atone, parce que pour financer tout ça, ça suppose ce qu'on va commencer à voir, à savoir rogner sur le pouvoir d'achat, donc sur la consommation, donc sur la relance par l'activité. Le socialisme de l'offre est déséquilibré. Moi, je suis pour réintroduire de l'équilibre. Vous en voulez à Manuel Valls d'avoir annoncé ça après avoir fait son oral la semaine dernière devant les députés socialistes, avoir laissé peut-être un espoir sur desserrer cet étau, comme vous dites? Vous en voulez à Manuel Valls sur la forme? Non, mais déjà, sur la forme, il a lui-même dit dans son discours de politique générale qu'il y aurait un travail de coproduction, d'association. Il l'a exprimé devant le groupe socialiste quand il est venu le matin de sa déclaration de politique générale. Et là, il y avait un peu les pires travers de la Ve République, où on se retrouvait non associés en amont. Les parlementaires seraient consultés sur une mesure fiscale au mois de juin. La mesure fiscale, pour l'instant, elle est à 500 millions d'euros, quand on parle là de 50 milliards d'euros d'économies. Donc nous, on le prend au mot. On vient de lancer avec un groupe d'une centaine de parlementaires. On l'avait déjà interpellé avant sa nomination, ou au moment de sa nomination, pour la mise en place d'un véritable contrat de majorité, pour ne pas reproduire ce qu'on a vécu dans la période précédente. Des députés godillots qui étaient obligés de voter les textes du gouvernement et qui n'avaient pas pu faire remonter les alertes. Vous savez, on a beaucoup parlé des veuves qui s'étaient plaintes de l'augmentation d'impôts. En groupe socialiste, la demande était montée de toutes les sensibilités, de toutes les parties du territoire, et on nous avait dit « Ah non, c'est pas possible, ça coûte trop cher ». Résultat, on se l'est pris en pleine figure au moment des élections municipales. Donc moi, je veux pas qu'on reproduise ça. Et donc là, on vient d'adresser au nom d'une centaine de parlementaires, donc vous voyez bien que ça dépasse Vous précisez ce que doit être ce contrat pour la majorité? Plus on dit des choses très claires, on dit
le gel des prestations sociales nous apparaît contre-productif parce que ça rogne le pouvoir d'achat des ménages et que ce n'est pas une mesure de justice sociale. Et en plus, ce n'est pas une mesure économiquement… Manuel Valls doit revenir sur le gel des… Mais il ne le fera pas. Il doit revenir sur le gel des prestations. Aujourd'hui, il y a une proposition du gouvernement. Les parlementaires doivent pouvoir l'amender, voire l'infléchir significativement. Même chose quand on nous dit une baisse de 11 milliards d'euros des dotations aux collectivités locales. Concrètement, ça va tuer l'investissement dans les collectivités locales. Donc l'investissement, c'est de l'emploi. Donc on dit, ça ne peut pas être 11 milliards de baisse des dotations. Il faut au contraire soutenir l'investissement des collectivités locales, ce sera utile pour l'emploi. Question précise, Jean-Christophe Cambadélis a demandé à ce que Manuel Valls revienne sur l'arrêt du coup de pouce au RSA. Est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse le coup de pouce au RSA comme prévu dès cette année? Il y a plusieurs. C'était un des éléments du plan contre la pauvreté qui avait été présenté dès décembre 2012. Typiquement, c'est une des mesures dont on estime qu'elle ne doit pas être différée. De la même manière qu'on dit que le gel des prestations sociales, pour moi, je ne considère pas que c'est acquis. On doit pouvoir peser. D'ailleurs, on fait des propositions. On dit le point de départ, c'est la baisse du coût du travail. Pourquoi faire ces 35 milliards de baisse du coût du travail? Il y a le CICE qui était déjà à 20 milliards. Ils veulent y ajouter 10 milliards ou 12 milliards supplémentaires. On propose vous voyez, déjà, on rentre dans la logique en disant on peut faire moins. Je vous rappelle que ce CICE, on l'a déjà financé par une augmentation de la TVA. Et maintenant, on va le faire par une baisse des dépenses publiques ou en tous les cas en rognant ou en gelant les prestations sociales. C'est pas envisageable. Cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis a succédé officiellement à Harlem Désir à la tête du Parti socialiste. Est-ce que, selon vous, il a le bon profil pour relancer une machine en panne? Les mêmes causes produisent les mêmes effets encore. Si Jean-Christophe vient avec la volonté sincère, et moi j'en doute pas, de peser, de faire en sorte que tout ne se concentre pas sur le président de la République ou sur le Premier ministre. Il doit y avoir un triangle avec 3 sommets, président de la République, Premier ministre, l'exécutif, avec les groupes parlementaires et avec le parti. Et pour ça, il faut être… Et voilà. Harlem avait inventé le concept d'autonomie solidaire. Là, il parle de confiance exigeante. Bon, voilà, il ne faut pas se payer de mots. Il faut dire concrètement. Et donc, si Jean-Christophe commence en disant il y a un problème sur le gel, sur le RSA ou sur les prestations sociales, moi je dis tant mieux. Il faut que le parti puisse avoir une position autonome. On a trop souffert dans la période précédente de ne pas faire remonter les choses. Justement, l'aile gauche du parti à laquelle vous appartenez réclame un congrès pour que les militants puissent être consultés sur la désignation du premier secrétaire. Bon, Cambadélis a dit qu'il y était opposé. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une figure classique? Est-ce que vous ne surjouez pas l'opposition pour qu'on retrouve classiquement les 70% pour le premier secrétaire et les 30% pour l'opposition? Je ne suis pas sûr qu'on retrouve 70 contre 30. On vient de vivre quand même une situation extraordinaire. Là, on joue la survie du Parti socialiste. On a des militants qui ont été abasourdis, estomaqués par la défaite aux élections municipales. Certains quittent le Parti socialiste. Le PS aujourd'hui est en survie? Oui, d'une certaine manière. D'abord parce que sa base de son fonctionnement, c'est un socialisme municipal qui s'est construit progressivement depuis 1977, qui a été amplifié avec les victoires aux élections intermédiaires, notamment entre 2004 et 2010. Et donc aujourd'hui, dans sa base, il est extrêmement fragilisé. Et puis surtout, sur le fond, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la ligne portée par le Parti socialiste officiellement? C'est celle du Congrès de Toulouse, en octobre 2012. Je vais vous prendre un exemple. Dans le texte de la majorité du Congrès de Toulouse, le mot « coût du travail » ne figure même pas une seule fois. Pourtant, dès la fin 2012, avec la création du CICE, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la politique économique du gouvernement. Donc il y a quand même un hiatus entre ce qu'est la ligne du Parti socialiste, ce qui est son corpus partagé, même si moi je ne l'avais pas soutenu à l'époque, et l'action du gouvernement. Donc je ne dis pas que le gouvernement doit respecter la ligne du Parti socialiste, mais en sens inverse, le Parti socialiste ne peut pas être aligné sur l'action gouvernementale. C'est ce dont on a souffert dans la période précédente, où on ne faisait que commenter l'action gouvernementale et pas suffisamment l'anticiper. Avant un éventuel congrès qui viendra le moment venu, est-ce que vous redoutez pour les européennes, comme on a connu au municipal, une débâcle? Est-ce que le Parti socialiste peut faire 16% le mois prochain? Écoutez, incontestablement, on est dans une configuration électorale qui n'est pas favorable. Elle l'était peu avant les élections municipales, parce qu'on sait bien que la dimension des fouloirs, un peu lointaine du scrutin européen. Mais là, on a bien compris que les électeurs, ils allaient aux urnes et ils envoyaient des messages. Donc toute la responsabilité…
Il peut y avoir un effet Cambadélis. Je l'entends dire aujourd'hui qu'un des thèmes de la campagne aux européennes, pas uniquement en France, mais dans la campagne continentale qui est menée, ça va être de combattre l'austérité des libéraux à l'échelle européenne, de la Commission Barroso, de Madame Merkel, etc. Donc il faut être en cohérence. On ne peut pas combattre l'austérité à l'échelle européenne en disant qu'elle tue la croissance et en même temps nous-mêmes emprunter certains de ces chemins à l'échelle nationale. Donc, ce n'est pas une succession d'échecs pour 2015, il y aura les sénatoriales, les régionales. Oui, qu'est-ce qui vous permet de croire? C'est la raison pour laquelle... Vous savez, moi je suis un traumatisé du 21 avril 2002. À l'époque, certains ont dit oui, on a regardé nos chaussures dans la période précédente, on n'a pas assez fait remonter les inquiétudes, le sentiment de décrochage, etc. Là, on a au moins un mérite, c'est que ce coup de semonce, il vient suffisamment tôt dans le quinquennat, avant 2017, pour qu'on ait le temps d'infléchir. C'est pas ce qui s'est passé. Justement, donc, le 21 avril 2002, question courte, réponse courte. Julien Drey a évoqué l'éventuelle hypothèse d'une primaire pour 2017, ce qui voudrait dire que François Hollande serait obligé d'intégrer cette compétition. Est-ce que vous adhérez à cette idée? On a été le parti des primaires, ça a plutôt été fécond. Là, en disant ça, c'est très clairement une interrogation sur comment... Le meilleur candidat. Voilà, moi je souhaite que François Hollande puisse être en condition de se représenter, mais pour ça, ça suppose qu'on renoue avec notre électorat et pour cela qu'on renoue avec le discours du Bourget, parce que c'est ça qui a fait la victoire de François Hollande. Ce n'est pas le discours sur le pacte de responsabilité, au contraire, c'est plutôt lui qui nous a un peu amené à la défaite des municipales en mars. Caroline. Alors sur Twitter, le 9 avril dernier, vous souhaitiez bonne chance à la secrétaire d'État aux personnes âgées. Votre nom a été cité un temps parmi les possibles entrants. Est-ce que ça a été une réelle hypothèse ou pas du tout? C'était vraiment que des rumeurs? Je pense qu'il y a un effet de rumeur. C'est sympathique et un peu flatteur d'être sur la liste parce que ça reconnaît une compétence et un intérêt pour le sujet. C'est vrai que je m'intéresse au sujet relatif au vieillissement. Il y a eu... Même département que Manuel Valls. Je suis du même département que Manuel Valls. On se pratique, on se côtoie et on se respecte, je l'espère, en tout cas pour ce qui me concerne, depuis de longues années. C'était envisagé, mais je crois qu'il y a un sujet de cohérence, il y a un sujet d'homogénéité. Non, mais je vais vous dire, toutes les choses auraient pu être envisageables dans un gouvernement qui d'abord associait l'ensemble des formations de gauche et qui tirait pleinement les conséquences du scrutin des municipales en opérant une inflexion significative. Ce n'est pas ce qui s'opère pour l'instant. Donc je n'ai pas de regrets. Ok, alors question d'un autre internaute, il explique qu'il a voté François Hollande en 2012, qu'il est très déçu. Il vous demande, n'est-il pas temps de scinder en deux le PS, d'un côté les démocrates libéraux et de l'autre les vrais socialistes, comme le nom du parti l'indique? Est-ce qu'effectivement vous considérez qu'il est temps de faire une scission au sein du PS? Non, moi je suis unitaire par culture, voilà. Et par conséquent, je me refuse à théoriser de gauche qui serait irréconciliable. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas suivi Jean-Luc Mélenchon quand il a quitté le Parti Socialiste et j'ai pourtant milité plus de 20 ans à ses côtés. Et d'ailleurs, le PS joue sa survie. Donc Oui, mais il joue sa survie en revenant précisément à son identité, qui n'est pas forcément d'être aligné sur les positions de l'aile gauche du parti. Il doit pouvoir renouer avec ses valeurs et puis surtout avec les attentes de l'électorat. Aujourd'hui, il y a un sentiment de déséquilibre. Pourquoi est-ce que les électeurs de 2012 expriment leur déception sur votre mail, comme ils l'ont fait dans les urnes le 30 mars dernier? C'est parce que quand la gauche est aux responsabilités, ils sont troublés, pour ne pas dire plus, quand ils voient le MEDEF applaudir à certaines propositions et les syndicats s'inquiéter de ces mêmes propositions, et quand ils voient précisément qu'il n'y a pas de réponse sur les sujets pouvoir d'achat, justice sociale. François Hollande a fait sa campagne sur le thème du redressement dans la justice. Moi, je n'ai jamais contesté la nécessité du redressement. La droite nous a laissé le pays dans un sale état, avec une dette qui a explosé. Mais le redressement tout seul, sans la justice, là, ça devient très problématique. Caroline. Vous avez tweeté le 14 avril dernier, dire les choses pendant des mois, se faire abrouer, et un jour ça devient parole commune, c'était au sujet de l'Eurofort. Est-ce que vous sous-entendez quelque part que vous avez raison trop tôt? En tous les cas, on nous dit parfois, vous, l'aile gauche, vous êtes minoritaire, vous agitez des idées, mais moi je constate au fil du temps, et on ne dit pas ça pour qu'on nous tresse des louanges, mais qu'on porte des débats qui petit à petit gagnent les cœurs et les esprits. Quand dès septembre 2012, ou même avant, en juillet 2012, on disait la règle des 3%, il ne faut pas s'y tenir, parce que je vous rappelle que c'était l'objectif dès 2013, je n'ai pas été mécontent de voir qu'on a laissé filer, qu'on a obtenu à cette époque des éléments. Oui, et donc ça fait partie de notre utilité pour alimenter le débat. Ce n'est pas un parti caporalisé. Quand on a dit qu'il faut des contreparties sur les baisses de cotisations au moment de la création du CICE, on voit aujourd'hui, je vous redis… Caporaliser le parti ?
Le parti, il a un problème quand on est au gouvernement, c'est certain. Il y a la tentation d'avoir un PS fermé pour cause de gouvernement, pour ne pas déranger l'action gouvernementale. On voit le résultat. Et encore une fois, c'est de ça dont on crève, de cette espèce d'autocensure. Et à un moment, on se prend le retour de balancier au moment des élections. Encore une fois, là, c'est arrivé tôt. Faisons en sorte que ça n'arrive pas à nouveau en 2017, avec le risque qui est clair, c'est que l'échec de la gauche, c'est le boulevard pour le Front National, et on ne peut pas s'y résoudre, naturellement. Merci Jérôme Guedj d'avoir répondu à nos questions, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.